c'est la gentillesse de cette jeune femme qui va lui coûter la vie. Elle va dépanner une connaissance qui ne sait pas où passer la nuit, connaissance qui se révélera être un prédateur de la pire espèce. Aujourd'hui, la triste histoire de Megan Newton. Merci à plusieurs abonnés pour cette suggestion de vidéo. Vous avez donc été plusieurs à vouloir que l'on traite de cette histoire. C'est donc chose faite. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour nous soutenir. Et direction l'Angleterre cette semaine. Megan est une belle jeune femme qui vient tout juste de fêter ses 18 ans. C'est une adolescente brillante qui, à côté de ses études, cumule pas moins de 3 petits boulots. Elle est ambitieuse et rêve d'être la première de sa famille à aller à l'université. Contrairement aux apparences, Megan est fan de football. C'est une fervente supportrice du FC Stoke City. Elle joue au sein du club de Stocktown et elle est tellement passionnée qu'elle sacrifie une partie de ses week-ends pour entraîner une équipe de footballeurs en herbe âgés de 7 ans. Elle avait même obtenu son badge d'entraîneur de niveau 1. Alors, elle est jeune, certes, mais elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard. Elle souhaite aller à l'université pour poursuivre une carrière en tant que thérapeute sportive. Et elle rêve d'obtenir une bourse pour aller compléter son cursus aux États-Unis. En bref, Megan est une jeune fille ambitieuse, épanouie et sans histoire. Elle habite un petit appartement dans la ville de Stoke-on-Trent, un complexe d'appartements subventionné. Et le vendredi 19 avril 2019, Megan, qui travaille dans un magasin de poissons, termine sa journée à environ 22h30. Et comme c'est le week-end, elle a prévu de sortir faire la fête. Elle rentre alors chez elle, se change en vitesse et ressort. On peut la voir sur les images de la caméra de surveillance située dans son couloir. Elle a prévu d'aller boire un verre avec des amis. Elle arrive au pub à 23h. Tous s'amusent et la fête ne fait que commencer puisque le petit groupe se dirige ensuite vers une boîte de nuit du coin, le club Kiln, situé dans la ville de Newcastle-under-Lyme. La fête bat son plein, Megan est de très bonne humeur, elle montre même à ses amis son tout nouveau tatouage, puis la soirée prend fin, la boîte va fermer, il est alors environ 3h45 du matin, le petit groupe se sépare, Megan se dirige vers la station de taxi située juste à côté, dans le centre-ville, mais petit hic, ils sont quelques-uns à aussi vouloir un taxi à cette heure-ci, alors elle fait la queue et prend son mal en patience. Et tout à fait par hasard, parmi les gens présents, elle croise une tête qui lui est familière. Un certain Joseph Trevor, âgé de 19 ans. Et même s'ils ne sont pas des amis proches, ils se connaissent depuis l'école, lorsqu'ils étaient scolarisés à la Trentham Academy. C'est un jeune footballeur semi-professionnel qui officie en tant que gardien de but des Newcastle Town, à ne pas confondre avec l'équipe de Newcastle. Il s'avère que lui aussi attend un taxi. Alors les deux jeunes discutent en faisant la queue. Joseph explique à Megan qu'il a lui aussi passé sa soirée avec des amis dans un pub avant d'atterrir dans la même boîte de nuit qu'elle, mais qu'à l'inverse d'elle, sa soirée a été écourtée. Il explique que des agents de sécurité de cette même boîte de nuit l'avaient aperçu en train de planquer un pochon de drogue dans ses poches et qu'ils avaient appelé la police. La police l'avait alors embarqué au poste et placé en garde à vue pour faire une fouille approfondie. Et c'est là, sur lui, qu'ils ont trouvé un pochon de kétamine dans ses poches. Mais comme il était ivre et plus encore, il était drogué, eh bien il a été déclaré inapte à être entendu par un juge. Alors il a été relâché dans la foulée et était censé revenir ultérieurement dans le cadre de cette affaire. En d'autres termes, si Megan, elle, sort de boîte de nuit, lui sort du commissariat. Il explique à Megan qu'il est en train d'essayer de contacter des amis pour trouver un endroit où dormir pour la nuit. Il a peur de faire face à ses parents dans cet état, d'autant plus que son père est un officier de police à la retraite. Megan compatit, elle lui propose s'il le souhaite de le dépanner et de l'héberger chez elle pour la nuit, ou en tout cas pour ce qu'il reste de la nuit, histoire au moins qu'il dessoule et qu'il soit présentable devant ses parents. Joseph saute sur l'occasion, oui, il en serait ravi. Le père de Joseph sera d'ailleurs inquiet de ne pas voir son fils rentrer, puisqu'à peu près au même moment, inquiet, il lui écrira un SMS afin de savoir pourquoi il ne rentre pas et où il est.
Ce à quoi Joseph répondra qu'il est parti dormir chez un copain. Puis, un taxi arrive enfin, Megan et Joseph montent alors à l'arrière, on peut les voir sur des images capturées par une caméra de surveillance située dans la rue, tout a l'air de bien se passer. Ils arrivent aux alentours de chez Megan aux environs de 4 heures du matin, on peut les voir marcher jusque son domicile. Ils entrent ensuite dans l'immeuble de Megan, on peut les voir sur la caméra de vidéo de surveillance située toujours dans le couloir. On voit les deux adolescents qui discutent ensemble, ils rigolent ensemble, puis les deux s'engouffrent dans l'appartement de Megan. On sait que dans les instants qui suivent, un ami écrit à Megan pour lui demander si elle veut boire un verre, mais la femme ne répondra pas. Et il faut le dire, on ne sait rien de ce qu'il s'est passé une fois que les deux adolescents sont entrés dans l'appartement. Il va falloir attendre 90 minutes pour apercevoir Joseph quitter l'appartement, et seul cette fois. Il quitte le bâtiment calmement et jette quelque chose par terre dans un parking situé au pied de l'immeuble de Megan. Et ce quelque chose va être ramassé quelques heures plus tard, dans la matinée, par des voisins de Megan. Ce sont ses clés et elles sont couvertes de sang. Et les voisins s'inquiètent immédiatement, il y a son numéro d'appartement sur les clés, ils se précipitent chez Megan. D'abord ils frappent, mais comme personne ne répond, ils entrent. Et c'est une vision d'horreur qui les attend. Megan est nue, allongée sur son lit et baignant dans une mare de sang. Elle est morte. Les policiers ne tardent pas à arriver sur les lieux. Ils constatent que Megan a été poignardée 9 fois dans le dos et le mobile n'est pas difficile à trouver. La jeune femme a été violée. Elle a été violée 2 fois, une fois par voie vaginale et une fois par voie anale, et l'autopsie révélera plus tard qu'elle a également été étranglée. Et le médecin légiste arrive à reconstituer le déroulé exact des événements. Megan a été violée à plusieurs reprises, puis son agresseur l'a étranglée à main nue. On estime que ça a duré de 15 à 30 secondes. Megan a perdu connaissance, puis l'agresseur s'est emparé d'un couteau qu'il a trouvé dans la cuisine de Megan et l'a poignardée à 9 reprises dans le dos. Et les coups infligés ont été si violents que certains avaient même transpercé les poumons de la jeune femme, qui est morte rapidement. Mais alors, qui a bien pu faire ça ? Les policiers vont immédiatement regarder les bandes de vidéosurveillance, voir ce grand jeune homme entrer avec Megan, puis sortir seul, et d'autres caméras de vidéo de surveillance viennent compléter l'itinéraire de cet homme une fois qu'il a quitté l'appartement de Megan. Mais ils ne connaissent toujours pas son identité. On sait aujourd'hui que le jeune homme, en quittant l'appartement de Megan, a jeté ses clés tachées de sang au pied de l'immeuble, comme je vous le disais. Notons au passage qu'il était d'ailleurs obligé de prendre avec lui les clés de Megan pour pouvoir quitter l'immeuble. On peut le voir sur des caméras de surveillance regarder sa main droite, qui est alors couverte de sang. Il n'a pas l'air de paniquer. Il a marché environ une quinzaine de minutes jusqu'au pont de la route A500, puis a traversé sur ce pont la rambarde de sécurité pour s'asseoir sur la rambarde, les pieds dans le vide. Et il est resté là. Il a très vite attiré l'attention d'un passant. Ce passant, redoutant le pire, était venu lui parler. Il a également appelé les secours. Joseph a finalement été conduit à l'hôpital d'Harplants et la santé mentale de Joseph a été sur place considérée comme bonne. Il ne manifestait pas de signes de délire ou d'autres maladies mentales, permettant ainsi à son père, le fameux policier à la retraite, de venir récupérer son fils. Et tout ce temps, Joseph s'est bien gardé de dire quoi que ce soit sur le meurtre. Sûrement avait-il encore l'espoir de s'en sortir. Rapidement, la nouvelle se répand dans le pays. Une jeune fille a été retrouvée sauvagement assassinée chez elle. À l'annonce de la nouvelle, les Anglais sont sous le choc. Ils vont venir en nombre déposer des fleurs au pied de l'immeuble de Megan. Joseph a bien évidemment vent de la nouvelle et il ne peut s'empêcher de confier à ses parents qu'il a commis, je cite, quelque chose de mal, mais sans entrer dans les détails. Les enquêteurs n'auront d'ailleurs aucun mal à mettre la main sur lui, c'était finalement une simple question de temps, grâce aux images de caméras de surveillance qu'ils ont en leur possession, aussi grâce à son arrestation la nuit précédente et enfin à son admission aux urgences.
le petit poucet a semé trop de graines derrière lui. Alors, il va être arrêté et interrogé sur le champ. Pour les enquêteurs, les motivations du jeune homme sont claires, elles sont de nature sexuelle. Mais lors de son interrogatoire, Joseph va mentir, dire qu'il a eu des relations sexuelles avec Megan, que les deux étaient bien évidemment consentants, qu'il s'était assoupi un instant, puis réveillé, et après, il ne se souvient de rien. Il insiste au point où, lors de la première audience, quelques mois plus tard, il va continuer de nier le meurtre en plaidant non coupable. Mais il va finalement se rétracter et finira par plaider coupable et tout avouer. Le procès se tient en février 2020 et il va réserver une surprise de taille. Lors d'une audience, on apprend que Joseph n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà été accusé de viol par le passé, alors qu'il était âgé de seulement 15 ans. Il aurait forcé une jeune fille à lui faire une fellation. Mais il n'a jamais été poursuivi pour ça, et c'est justement, d'après Joseph, la raison pour laquelle il a tué Megan. Parce qu'elle lui aurait avoué, ce soir-là, chez elle, être désolé d'avoir balancé à qui voulait bien l'entendre qu'il avait violé une fille. Joseph serait alors entré dans une colère noire et l'aurait ainsi étouffé à main nue. Son avocat a essayé d'attendrir le jury. Il explique que Joseph a plusieurs fois tenté de se suicider par le passé à cause justement de cette accusation de viol qui l'avait à l'époque obligé de quitter l'école. Il avait donc 15 ans et toute cette histoire l'aurait plongé dans une profonde dépression, le conduisant à tenter de mettre fin à ses jours. Il a ajouté que Joseph vient d'une bonne famille, décente et soudée. Il précise que la famille du jeune homme est dévastée par ses actions cette nuit du 20 avril 2019. Il a aussi ajouté que son client a tout simplement perdu ses esprits un instant, précisant que dans la nuit, il allait bien. Ses amis avec qui il avait passé la nuit avant d'être arrêté avaient témoigné. Le jeune homme avait l'air bien, mais il était clairement ivre. Il parlait fort et était, je cite, ennuyeux. Il avait même passé une partie de la soirée affaissé sur une amie à cause de tout ce qu'il avait ingurgité dans la nuit, kétamine, cocaïne et alcool. Mais tous ces arguments ne vont pas convaincre les jurés puisqu'à l'issue du procès, Joseph sera condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 21 ans de prison. Ce qui signifie qu'il pourra demander une libération conditionnelle à l'âge de 40 ans. Il est également inscrit à vie dans le registre des délinquants sexuels. Le juge en charge de l'affaire Michael Chambers a déclaré qu'il s'agissait là d'un crime épouvantable et inhumain. Quant à la famille, dans un communiqué, elle a déclaré « Nous ne pouvons tout simplement pas croire ce qui s'est passé. Nos cœurs sont brisés et notre famille est dévastée. » La mère de Megan, Sarah, a déclaré que sa fille était sa meilleure amie et son père, Michael, a quant à lui déclaré, je cite, « L'idée de ne plus jamais revoir son beau sourire ni d'entendre sa voix me brise le cœur. Comment cela a-t-il pu arriver à une jeune femme aussi incroyable, attentionnée, gentille, aimante et drôle? C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. » La famille a également remercié les Anglais pour leur bon cœur. Une collecte de fonds avait à l'époque du meurtre été mise en place pour leur permettre d'enterrer dignement leur fille. Et c'est tout. Pour aujourd'hui, l'histoire se termine ainsi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre Instagram LilaXLilia ou à aller faire un tour sur notre Tipeee. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.